Avez-vous déjà regardé une photo de famille et réalisé que vous étiez là, souriant, mais que vous n'aviez aucun souvenir de ce moment-là? Avez-vous déjà cherché un mot, un nom, une idée qui était là il y a 2 secondes et qui s'est dissipée comme de la fumée entre vos doigts, sans laisser la moindre trace? Et voici la question qui fait le plus mal, celle qu'il faut laisser résonner un instant en silence. Si votre esprit vous échappe ainsi peu à peu, jour après jour, est-ce que vous êtes vraiment là dans votre propre vie? Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'idée que notre mémoire, cette faculté que nous tenons pour acquise depuis l'enfance, commence à se dérober sous nos pieds sans que nous sachions exactement pourquoi, ni depuis quand. Et il y a une raison pour laquelle cela s'est produit, une raison précise, cliniquement documentée, qui n'a probablement rien à voir avec ce que vous croyez. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas une fatalité génétique. Et ce n'est pas non plus une simple distraction passagère. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche à la manière dont votre cerveau vit le temps, à la façon dont vous habitez chaque journée et à l'invisible poids que vous portez en permanence sur la poitrine sans jamais vraiment vous arrêter pour le poser. Christophe André a passé des décennies à écouter des patients dans son cabinet, des hommes et des femmes entre 35 et 60 ans, des gens ordinaires, des parents, des professionnels, des partenaires de vie, qui arrivaient avec cette même plainte murmurée avec une légère honte, comme si admettre que leur mémoire flanchait était un aveu de faiblesse. Ils disaient des choses comme « je suis dans la pièce, mais je n'y suis plus vraiment ». Ou encore « j'ai l'impression d'être spectateur de ma propre vie ». Et lui écouter, avec cette attention particulière qu'il a cultivée pendant des années au contact des grandes traditions de la méditation et des neurosciences modernes, il voyait chaque fois la même chose. Un cerveau épuisé, surchargé, qui avait cessé d'encoder le présent, parce qu'il était entièrement absorbé par le passé ou aspiré vers le futur. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une promesse magique. Ce n'est pas un remède miracle, ni une technique réservée aux experts. C'est quelque chose de simple, d'accessible, de profondément ancré dans la biologie de votre cerveau et dans la sagesse de la pleine conscience. C'est un exercice de 60 secondes, et la science a quelque chose de très précis à dire sur ce qu'il fait à votre hippocampe, à votre cortex préfrontal et à votre capacité à vous souvenir de ce qui compte. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre ce qui se passe vraiment dans une journée ordinaire. Il faut regarder en face ce que nous faisons à nos cerveaux, à nos proches, à nous-mêmes, sans le vouloir, sans même le remarquer, dans le flux ininterrompu des heures qui s'écoulent en pilote automatique. Imaginez une matinée banale. Le réveil sonne à 6h30. Avant même que les yeux soient complètement ouverts, les pensées ont déjà commencé leur défilé. La réunion de ce matin, la réponse à cet email d'hier, le rendez-vous de l'enfant chez le médecin, la facture à régler, le conflit non résolu avec le collègue. Tout cela arrive en rafale, dense, lourd, avant même le premier café. Le corps se lève, mais l'esprit est déjà ailleurs, projeté dans les 10 prochaines heures avec une précision anxieuse qui n'épargne rien. Au petit déjeuner, quelqu'un parle. Un enfant raconte quelque chose qui lui est arrivé à l'école la veille. Un partenaire demande si la soirée de vendredi est confirmée. Et vous êtes là, physiquement présent, café à main, regard posé dans leur direction. Mais vous n'entendez pas vraiment. Vous acquiescez avec ce petit mouvement automatique de la tête qui signifie « j'écoute ». Mais votre esprit est à des kilomètres de cette table, de cette voix, de ce visage. Vous êtes dans la réunion de 9h, vous êtes dans la liste des choses à faire. Vous êtes partout sauf ici. Et votre cerveau, pendant ce temps-là, enregistre très peu. Pas parce qu'il est défaillant, mais parce que pour former un souvenir, pour véritablement encoder une expérience, il a besoin de votre présence. Il a besoin que vous soyez là, vraiment là, avec une attention suffisamment posée sur ce qui se passe pour que les circuits neuronaux de la mémoire puissent faire leur travail. L'hippocampe, cette région en forme d'hippocampe lové au cœur du cerveau, ne peut pas consolider ce que vous n'avez jamais vraiment vécu. Et si vous n'êtes jamais vraiment là, votre mémoire n'aura rien à consolider. Si ce que vous venez d'entendre vous touche, si vous vous reconnaissez dans cette matinée décrite,
si vous avez parfois cette sensation troublante d'avoir vécu une journée entière sans en avoir vraiment été présent. Alors ce qui suit va changer quelque chose dans votre façon de voir les choses. Et si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, si elles vous parlent, ce serait magnifique de vous abonner à cette chaîne parce que chaque semaine, Christophe André partage ici des outils tirés de la psychiatrie, de la pleine conscience et de la psychothérapie cognitive pour vous aider à retrouver la paix que vous méritez. Et si vous avez vécu une journée comme celle que nous venons de décrire, laissez un commentaire en dessous. Dites-nous comment vous vous sentez, parce que vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et votre parole a la valeur ici. Mais revenons à ce qui s'est passé vraiment, parce qu'il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas encore, et c'est là que réside la vérité profonde de tout ce que vous traversez. Il y a une raison pour laquelle cela continue de se produire, encore et encore, une raison que vous n'avez pas encore pleinement vue, et elle sera révélée ici, mais pas encore tout de suite. Ce que Christophe André observe dans son travail clinique, c'est que les patients qui se plaignent de troubles de la mémoire ne souffrent presque jamais d'une pathologie neurologique au sens strict. Ce dont ils souffrent, c'est d'un état chronique de charge cognitive excessive, une accumulation de tensions, de ruminations, de micro-angoisses qui occupent une si grande part de la bande passante mentale qu'il ne reste plus rien pour le moment présent. Le cerveau n'est pas malade, il est épuisé, il est surchargé, il est comme un disque dur qui tourne en permanence à 5% de sa capacité, sans jamais avoir le temps de se libérer, de consolider, de respirer. Et ce qui est cliniquement fascinant et profondément inquiétant à la fois, c'est que cet état ne reste pas stable. Il s'aggrave, progressivement, insidieusement, comme une eau qui monte imperceptiblement et qui finit par noyer ce qu'elle touchait à peine au début. Le cortisol, cette hormone du stress que votre corps sécrète en quantité de plus en plus importante lorsque la pression ne diminue jamais, est toxique pour les neurones de l'hippocampe. Des études conduites notamment par les équipes de Bruce McQueen à l'université Rockefeller ont montré que l'exposition prolongée au cortisol réduit littéralement le volume de l'hippocampe. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Le stress chronique rétrécit la structure même du cerveau qui vous permet de vous souvenir. Et pendant ce temps-là, pendant que ce processus se déroule silencieusement dans les profondeurs de votre crâne, la vie continue. Les enfants grandissent, les partenaires attendent, les moments passent. Et vous, vous êtes là, debout dans votre propre existence, mais avec un esprit qui n'entote plus ce qu'il vit, qui ne retient plus ce qui compte, qui glisse sur la surface des jours comme une pierre sur de l'eau gelée, sans jamais vraiment s'enfoncer, sans jamais vraiment toucher le fond de ce qui est beau, de ce qui est réel, de ce qui mérite d'être regardé. Il y a un homme que Christophe André a accompagné pendant plusieurs années. Appelons-le Mathieu. 47 ans, cadre supérieur dans une grande entreprise, 2 enfants, une vie que les autres auraient pu envier. Mathieu était intelligent, compétent, profondément aimant à sa façon. Mais il vivait dans une brume permanente. Ses journées s'enchaînaient à une vitesse vertigineuse, portée par cette urgence constante qui caractérise les vies sursollicités de notre époque. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait mangé la veille. Il ne se souvenait plus des conversations avec ses enfants. Sa femme lui disait « Tu étais là, mais tu n'étais pas là ». Et lui, il hochait la tête avec une culpabilité sourde, parce qu'il savait que c'était vrai, mais ne savait pas comment faire autrement. Un soir de novembre, son fils de 9 ans lui a posé une question simple, directe, avec cette franchise désarmante que seuls les enfants osent encore avoir. « Papa, pourquoi tu penses toujours à autre chose quand je te parle ?» Mathieu ne sut quoi répondre. Il resta silencieux quelques secondes, la gorge serrée, le poids de cette question posée sur sa poitrine comme une pierre froide. Et c'est cette nuit-là, insomniaque, les yeux ouverts dans le noir, qu'il réalisa qu'il avait passé 3 ans à être physiquement présent dans la vie de son fils sans jamais vraiment y être. 3 ans de dimanche où il regardait son téléphone pendant les repas. 3 ans de soirées où il rentrait épuisé, incapable d'écouter, incapable de voir. 3 ans de petits matins où la réunion du lundi prenait plus de place dans son esprit que le visage de cet enfant assis en face de lui. Le coup n'était pas seulement dans sa mémoire défaillante. Le coup était dans la relation.
dans ce fils qui avait appris à ne plus insister, dans cette femme qui avait cessé de raconter ses journées parce qu'elle savait qu'il n'entendait pas vraiment, dans cette distance silencieuse qui s'était installée au cœur même de la maison, dans les espaces entre les mots, dans les regards qui ne se cherchaient plus. Et voici ce que Christophe André dit avec une clarté douce mais ferme. L'absence émotionnelle ne s'évoit pas tout de suite. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle s'installe avec la discrétion d'une brume matinale. Et quand vous la voyez enfin, quand vous la sentez paisser sur tout ce qui vous entoure, il est souvent beaucoup plus difficile de la dissiper qu'il ne l'aurait été, de l'empêcher de s'installer. Et vous, en ce moment, en lisant ces mots ou en les écoutant, est-ce que quelque chose en vous reconnaît ce schéma? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a regardé avec ces yeux-là, ces yeux qui attendent que vous soyez vraiment là? Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été pleinement présent, sans téléphone, sans pensée qui dérivait, sans cette liste invisible qui flottait en arrière-plan de tout ce que vous faisiez? Parce que si vous continuez sur cette trajectoire, si vous ne faites rien pour interrompre ce pilote automatique qui consomme votre vie, ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le pire. Ce que vous vivez aujourd'hui est le début d'une pente dont la descente s'accélère. Et il faut regarder cela en face, non pas pour s'effrayer, mais pour comprendre que l'urgence est réelle, que le moment d'agir est maintenant et que chaque journée passée dans cet état est une journée que votre cerveau n'a pas pu encoder, une journée que votre mémoire ne pourra pas vous rendre, une journée de votre vie qui s'est écoulée sans être vraiment vécue. La neuroscience est sans équivoque là-dessus. Lorsque le cerveau est en état de stress chronique, lorsque le système nerveux sympathique est en activation quasi permanente, la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouveaux liens, à apprendre à se souvenir, est profondément compromise. Le cortex préfrontal, siège de la pensée rationnelle, de la planification et de la mémoire de travail, voit son activité réduite au profit de l'amygdale, ce centre émotionnel primitif qui ne connaît que la menace et la survie. Dans cet état, vous ne pouvez pas vous souvenir clairement. Vous ne pouvez pas penser avec toute votre acuité. Et vous ne pouvez certainement pas être présent pour ceux que vous aimez. Des recherches publiées dans des revues comme Nature Neuroscience et Neurones ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience, même sur des périodes courtes, même avec des exercices si simples de quelques minutes, modifie littéralement l'architecture du cerveau. Elle épaissit le cortex préfrontal. Elle régule l'amygdale. Elle stimule la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, un processus appelé neurogénèse hippocampique. Ce n'est pas de la spiritualité déguisée en science. C'est de la biologie documentée, mesurable, reproductible. Sarah Lazar, neuroscientifique à Harvard, a montré dans ses travaux que des personnes pratiquant la méditation de pleine conscience avaient un cortex préfrontal plus épais que des non-méditants du même âge et que cette différence était particulièrement marquée dans les régions associées à l'attention et à la mémoire. Et ce qui est encore plus remarquable dans ces données, c'est que l'effet était visible après seulement 8 semaines de pratique régulière. Pas des années, pas des décennies, 8 semaines. Mais voici où la situation peut encore s'aggraver. Et il est important de le dire clairement, parce que beaucoup de gens, pensant qu'ils peuvent attendre, qu'ils peuvent remettre à plus tard, qu'ils prendront soin de leur cerveau quand les choses se calmeront un peu. Ce moment ne vient jamais. Les choses ne se calment pas d'elles-mêmes. Et pendant que vous attendez, le processus continue. L'épuisement mental chronique, ce que les cliniciens appellent parfois le burn-out cognitif, ne s'arrête pas spontanément. Il suit une logique d'accumulation qui ressemble à celle d'une dette. Vous empruntez de l'énergie mentale sur vos réserves profondes, vous ne remboursez pas et les intérêts s'accumulent. À un certain point, les réserves sont épuisées et ce n'est plus de la fatigue que vous ressentez. C'est quelque chose de plus profond, de plus obscur. C'est cette incapacité à ressentir de la joie même dans les moments qui devraient vous rendre heureux. C'est cette anesthésie émotionnelle qui fait que vous regardez vos enfants rire et que vous ne ressentez rien de particulier. Que vous êtes invité à une fête et que vous vous y ennuyez profondément. Que vous avez une belle journée devant vous et qu'elle vous semble vide, sans relief, sans saveur.
Les psychiatres appellent cela l'anédonie, et c'est un symptôme précurseur d'états dépressifs qui, une fois installés, demandent des mois, parfois des années, pour être traversés. Ce n'est pas une menace destinée à vous faire peur pour le plaisir. C'est la réalité clinique que Christophe André voit dans son cabinet avec une régularité qui devrait nous faire réfléchir collectivement sur la façon dont nous traitons nos cerveaux dans cette société de l'accélération permanente. Et pendant que cette usure silencieuse s'est produite en vous, elle se produit aussi autour de vous. Les enfants perçoivent l'absence émotionnelle d'un parent avec une sensibilité qui dépasse les mots. Ils ne vont peut-être pas vous dire ce qu'ils ressentent. Ils ne vont peut-être pas nommer ce qu'ils voient, mais ils le sentent. Ils apprennent progressivement à ne pas vous déranger avec leurs émotions, à ne pas partager ce qui les touche vraiment, parce qu'ils ont appris que vous n'êtes pas vraiment là pour les recevoir. Et cet apprentissage-là, cette adaptation silencieuse à votre absence, laisse des traces dans leur propre développement émotionnel, dans leur capacité à s'attacher, à faire confiance, à exprimer ce qu'ils vivent. Votre partenaire, lui ou elle, ressent cette même absence d'une façon différente mais tout aussi profonde. Il y a une solitude particulière à être dans la même pièce qu'une personne que l'on aime et à se sentir profondément seul. Une solitude que beaucoup de couples connaissent mais que peu nomment, parce que nommer cette solitude, c'est admettre quelque chose de douloureux sur la relation. Et cette solitude, si elle dure, si elle s'installe comme un meuble, qu'on finit par ne plus voir tellement il a toujours été là, elle érode l'intimité, elle refroidit la tendresse, elle transforme une relation vivante en une cohabitation polie et distante. Il y a quelque chose que Christophe André répète souvent dans ses conférences et dans ses livres, avec cette douceur qui n'enlève rien à la clarté de ce qu'il dit. Nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous habitons nous-mêmes. Si vous n'habitez pas le présent, vous ne pouvez pas y accueillir ceux que vous aimez. Si votre esprit est constamment ailleurs, vous ne pouvez pas offrir votre présence, qui est pourtant le cadeau le plus précieux, le plus irremplaçable que l'on puisse faire à un autre être humain. Et la raison profonde pour laquelle cela continue de se produire, cette raison que nous avons évoquée dès le début. Cette raison qui n'a probablement rien à voir avec ce que vous pensiez, commence à se révéler. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la mécanique même d'un cerveau qui a appris, au fil des années et des sollicitations incessantes, à fonctionner en mode de survie permanente. Un cerveau qui a été conditionné à traiter chaque information comme une urgence potentielle, à anticiper chaque problème avant qu'il n'arrive, à ruminer chaque difficulté, passer pour en extraire une leçon, à planifier chaque minute de l'avenir pour se sentir en sécurité. Et ce cerveau-là, ce cerveau infiniment sollicité, infiniment réactif, ne sait plus s'arrêter. Il ne sait plus se poser à la charge. Il ne sait plus simplement être là, dans le calme d'un moment présent qui n'exige rien. Mais voici ce que la neuroscience et la pratique clinique ont découvert ensemble. Et c'est ici que quelque chose change. Ce cerveau peut réapprendre. Il est plastique, il est malléable. Il répond à l'entraînement avec une générosité qui devrait nous remplir d'espoir. Et il n'a pas besoin de des années de thérapie intensive pour commencer à changer. Il a besoin de moments, de petits moments répétés, de micro-pauses ancrées dans le présent qui signalent au système nerveux que la menace n'est pas permanente, que le repos est possible, que la sécurité existe ici, maintenant, dans ce souffle, dans ce corps, dans cet instant. Voici donc ce que Christophe André enseigne avec la précision d'un clinicien et la chaleur d'un guide qui a lui-même traversé les territoires qu'il décrit. Voici les outils, voici les pratiques. Et voici, enfin, l'exercice de 60 secondes qui a transformé quelque chose pour des centaines de patients et pour lequel la neurologie a maintenant des mots précis et des preuves mesurables. La première chose à comprendre, c'est ce qu'on appelle en pleine conscience l'ancrage sensoriel. Le cerveau stressé est un cerveau qui vit dans ses représentations mentales plutôt que dans ses sensations directes. Il est dans ses pensées sur le monde, pas dans le monde lui-même, et la porte de retour vers le monde, vers le présent, vers la vie réelle et encodable par votre hippocampe, c'est toujours le corps, toujours les sens, toujours ce contact direct avec ce qui est là, maintenant, tangible,
réel. L'exercice de 60 secondes fonctionne comme ceci. À n'importe quel moment de la journée, que vous soyez assis à votre bureau, dans une file d'attente, dans votre voiture à un feu rouge, ou simplement debout dans votre cuisine, vous vous donnez 60 secondes, une seule minute. 60 petites secondes que vous arrachez au flux du temps pour les habiter vraiment. Dans les 10 premières secondes, vous posez votre attention sur votre respiration. Pas pour la modifier, pas pour la contrôler, simplement pour la sentir. L'air qui entre par les narines légèrement plus frais que l'air qui sort. La légère élévation de la poitrine ou du ventre. Ce mouvement imperceptible mais constant qui dit « Vous êtes vivant, vous êtes là, votre corps respire sans que vous ayez à le lui demander. » Dans les 20 secondes suivantes, vous élargissez votre attention aux sensations du corps, le contact de vos pieds avec le sol, le poids de votre corps sur la chaise ou sur vos jambes, la température de l'air sur vos mains, sur votre visage, peut-être un son proche, peut-être une odeur légère. Vous ne cherchez rien de particulier. Vous accueillez simplement ce qui est là, comme on accueille un invité qu'on n'attendait pas, mais qui arrive avec quelque chose de bon. Dans les 30 secondes qui suivent, vous posez mentalement une question très simple, douce, sans exigence. Qu'est-ce qui est bien dans cet instant précis? Pas dans votre vie en général, pas dans vos projets, pas dans ce que vous espérez. Mais là, maintenant, dans cette seconde, peut-être la chaleur de la tasse entre vos mains, peut-être la lumière qui entre par la fenêtre, peut-être simplement le fait que vous respirez, que vous êtes debout, que vous êtes là. Ce simple geste, cette question posée avec douceur, active ce que les neuroscientifiques appellent le réseau de la valence positive, un ensemble de circuits dans le cortex préfrontal et dans le striatum ventral qui, lorsqu'ils sont stimulés, inhibent l'activité de l'amygdale et favorisent la libération de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs de la satisfaction et du bien-être. Et en même temps, parce que votre attention est ancrée dans le présent sensoriel, votre hippocampe peut enfin faire son travail. Il peut encoder ce moment, il peut le consolider, il peut en faire un souvenir. C'est aussi simple que cela. Et c'est aussi profond que cela, parce que la répétition de cet exercice, plusieurs fois par jour, crée progressivement ce que les chercheurs en neurosciences appellent un biais attentionnel positif. Une tendance du cerveau à orienter spontanément son attention vers ce qui est bon, présent, réel, plutôt que vers ce qui est menaçant, absent, hypothétique. Et ce biais, une fois installé, change tout. Il change la façon dont vous interagissez avec vos proches. Il change la façon dont votre cerveau encode l'expérience et donc ce dont vous vous souvenez. Mais il y a une dimension supplémentaire à cet exercice, une dimension que la psychothérapie cognitive apporte et qui complète magnifiquement la pratique des pleines consciences. C'est ce que Christophe André appelle l'examen des automatismes cognitifs. Et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, sans formation particulière, sans matériel, sans aucun prérequis. Autre que la volonté de regarder honnêtement comment votre esprit fonctionne. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes sorti du présent, chaque fois que vous prenez conscience que votre esprit a dérivé vers une rumination, vers une inquiétude, vers un scénario catastrophique sur l'avenir, vous faites simplement une chose. Vous nommez ce qui se passe. Pas pour vous coucher, pas pour vous critiquer, simplement pour observer avec la neutralité bienveillante d'un chercheur qui note ce qu'il voit. Vous pouvez dire intérieurement « je rumine sur la réunion de demain » ou « je rejoue la dispute d'hier soir » ou encore « je m'inquiète pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit ». Cette simple action de nommer, que les neuroscientifiques appellent affect labeling ou étiquetage affectif, a un effet mesurable sur l'activité de l'amygdale. Des travaux menés par Matthew Lieberman à l'UCLA ont montré que le simple fait de mettre des mots sur une émotion ou sur un état mental réduit significativement l'activation de l'amygdale et augmente celle du cortex préfrontal. En d'autres termes, nommer ce que vous ressentez ou ce que votre esprit fait vous rend littéralement plus calme, plus clair, plus présent. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que vous avez rétabli le contact entre votre cerveau pensant et votre cerveau réactif, et que ce contact est la condition première de toute régulation émotionnelle.
Il y a une femme que Christophe André évoque parfois, une enseignante de 52 ans, prénommée Claire, qui était venue le consulter pour des troubles du sommeil et une mémoire qu'elle décrivait comme trouée comme une passoire. Elle avait l'impression de vieillir trop vite. Elle avait peur. Et sous cette peur, il y avait quelque chose de plus profond. Une tristesse sourde de ne plus être vraiment là pour ses élèves, pour ses proches, pour elle-même. Après quelques séances, Christophe André lui avait proposé de commencer par cet exercice de 60 secondes, 3 fois par jour, systématiquement. Le matin avant de s'élever, à midi avant de manger, et le soir avant d'éteindre la lumière. Claire avait accepté avec le scepticisme poli de quelqu'un qui essaye, parce qu'on le lui propose mais qui n'y croit pas vraiment. Puis, après 3 semaines, elle était revenue avec quelque chose de différent dans le regard. Elle avait dit simplement « Je me souviens de mes rêves maintenant ». Ce n'était pas grand-chose, en apparence. Mais pour elle, c'était le signe que quelque chose s'était rouvert dans son cerveau. Une fenêtre qui avait été fermée pendant des années et qui recommençait à laisser entrer la lumière. Et ce qui s'était produit neurologiquement, c'est exactement ce que la recherche prédit. En pratiquant régulièrement l'ancrage dans le présent, en interrompant le flux des ruminations, en donnant à son système nerveux ces micro-pauses de présence authentique, Claire avait commencé à réduire son niveau de cortisol chronique. Son hippocampe, libéré d'une partie de la pression toxique du stress, avait retrouvé une partie de sa capacité d'encodage. Ses nuits étaient devenues plus profondes, plus réparatrices, et le sommeil profond est précisément le moment où le cerveau consolide les souvenirs de la journée. Les classe, les intègre dans la mémoire à long terme. Ce lien entre présence, stress, sommeil et mémoire est l'un des plus solides que la neuroscience contemporaine établisse. Et il nous dit quelque chose d'essentiel. Prendre soin de votre présence, c'est prendre soin de votre mémoire. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est la même chose vue de deux angles différents. Voici maintenant quelque chose que Christophe André propose souvent comme complément à cet exercice, quelque chose qu'il appelle la pratique des 3 biens, inspiré des travaux de Martin Seligman sur la psychologie, positive mais enrichie de la sensibilité particulière de la pleine conscience. Chaque soir, avant de vous endormir, vous prenez 3 minutes, pas plus, pour identifier 3 moments de votre journée qui ont eux quelque chose de bon. Pas nécessairement de grands moments, pas nécessairement des événements importants. Peut-être la saveur du café du matin, peut-être un sourire échangé avec un inconnu dans la rue, peut-être la sensation du soleil sur votre visage pendant 2 minutes entre 2 réunions. Vous ne faites pas que les identifier, vous les habitez. Vous les retraversez avec votre attention, comme on repasse la main sur un tissu pour en sentir la texture. Vous laissez votre corps se souvenir de ce que c'était. Vous laissez la chaleur de ce moment revenir, même brièvement, même légèrement. Ce que cet exercice fait au cerveau est documenté. Il renforce les circuits neuronaux associés à la mémoire émotionnelle positive. Il contrebalance ce que les neuroscientifiques appellent le biais de négativité du cerveau, cette tendance évolutive à retenir plus fortement les expériences négatives que les positives. Une tendance qui était utile à nos ancêtres pour survivre, mais qui, dans notre monde moderne, nous condamne à une vie dominée par le souvenir des difficultés et l'oubli des joies. En pratiquant la mémoire délibérée du bien, vous entraînez littéralement votre hippocampe à encoder différemment. Vous lui apprenez à ne plus glisser systématiquement sur les bons moments, comme sur de la glace, mais à s'y ancrer, à les retenir, à les tisser dans le tissu de votre vie intérieure. Et progressivement, ce qui change, ce n'est pas seulement votre mémoire, c'est votre rapport à votre propre vie. C'est votre capacité à sentir que vous avez vécu quelque chose, que vos journées ne sont pas des suites de tâches accomplies et oubliées, mais des expériences réelles, habitées, inscrites quelque part dans la profondeur, de qui vous êtes. Il y a encore quelque chose d'important à aborder, quelque chose qui touche à la restructuration cognitive, à cette façon qu'a la thérapie cognitive de nous apprendre à ne plus être victimes de nos propres pensées, mais à devenir les observateurs attentifs et peu à peu les architectes conscients. Christophe André est très clair là-dessus. Nous ne pouvons pas empêcher les pensées négatives d'apparaître. Ce serait aussi illusoire que de vouloir empêcher le vent de souffler.
Les pensées arrivent. Elles ont leur logique propre, leur déclencheur, leur histoire. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est changer notre relation à ces pensées. Cesser de les prendre pour des vérités absolues. Apprendre à les voir pour ce qu'elles sont, des événements mentaux, passagers, changeants, qui ne définissent pas la réalité. La technique qu'il enseigne souvent à ses patients et qui est ancrée dans les principes de la thérapie cognitive de Beck et de Seligman, tout en étant enrichi par la perspective de la pleine conscience. C'est ce qu'on pourrait appeler la question de la réalité alternative. Lorsqu'une pensée anxieuse ou catastrophique surgit, au lieu de la combattre ou de la fuir, vous lui posez simplement une question. Est-ce que je sais avec certitude que c'est vrai? Et ensuite, quelle est l'autre? Façon de voir cette situation, pas la façon naïvement optimiste. Pas l'injonction à penser positif qui est l'une des formes les plus superficielles et les moins efficaces de la psychologie populaire, mais la façon réaliste nuancée, qui inclut les deux dimensions, la difficile et la possible. Si votre pensée vous dit « je suis en train de perdre la mémoire et ça va s'aggraver », vous ne la combattez pas, vous ne la niez pas. Vous l'accueillez, vous la regardez et vous lui demandez « est-ce que je sais cela avec certitude ? Quelles sont les preuves que c'est vrai ? Et quelles sont les preuves que ce n'est pas toute la vérité ?» Et vous pouvez observer que oui, votre mémoire est sollicitée. Oui, vous êtes fatigué, oui, vous oubliez certaines choses. Et vous pouvez aussi observer que votre cerveau est plastique, que vous prenez maintenant des mesures concrètes, que vous êtes là, présent, en train d'apprendre quelque chose d'important sur vous-même et sur votre cerveau. Cette façon de traiter les pensées, avec ni rejet, ni capitulation, mais avec cette curiosité bienveillante et cette rigueur douce, est l'un des piliers de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, le MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, développé par Zindel Segal, Mark Williams et John Tisdale, et que Christophe André a été l'un des premiers en France à enseigner et à intégrer dans sa pratique clinique. Les études sur le MBCT sont maintenant nombreuses et solides. Elles montrent des réductions significatives, des rechutes dépressives, des améliorations mesurables de la mémoire et de l'attention, et des changements durables dans la structure cérébrale des participants. Mais au-delà des données, au-delà des études, il y a quelque chose de plus simple et de plus profond que Christophe André aimait rappeler. Ce travail sur soi, ce retour au présent, cette attention cultivée avec patience et douceur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour performer mieux, pour être plus efficace au bureau, pour se souvenir de plus de choses dans les réunions. C'est quelque chose qu'on fait pour vivre, pour vraiment vivre. Pour être là, dans sa propre vie, avec les gens qu'on aimait, dans les moments qui passent et ne reviennent jamais, pour en être le témoin présent et non le spectateur absent. Il y a une chose que sa grand-mère lui disait quand il était enfant, une phrase simple que Christophe André cite parfois avec cette émotion retenue, qui dit combien les mots justes, reçus au bon moment, peuvent traverser une vie entière. Elle lui disait « Regarde bien, mon petit, ce que tu ne regardes pas vraiment, tu ne le verras jamais. » Il avait l'âge où on écoute les grands-mères avec une oreille distraite. Mais cette phrase est restée. Elle a traversé les années de médecine, les années de psychiatrie, les années de pratique clinique. Et elle est devenue, d'une certaine façon, le cœur de tout ce qu'il enseigne. Regardez vraiment. Être vraiment là. Non pas avec effort, non pas avec discipline rigide, mais avec cette douceur curieuse et ouverte qui est la marque de la pleine conscience authentique. Pas l'attention crispée de celui qui essaie de bien faire, mais l'attention détendue de celui qui a compris que le présent est le seul endroit où la vie s'est passée vraiment et qui choisit, moment après moment, d'y revenir. Est-ce que vous sentez, en ce moment, quelque chose se poser en vous? Une légère détente dans la poitrine, peut-être, ou au contraire une résistance, une voix intérieure qui dit que c'est trop simple, que ça ne peut pas vraiment marcher, que votre cas est différent, que vous avez trop à faire pour vous permettre même 60 secondes de présence. Cette voix-là, cette résistance-là, est précisément le signe que vous en avez besoin. Elle est le signe que votre cerveau, habitué à l'urgence, à la vitesse, au bruit, ne sait plus comment accueillir le calme. Et c'est normal.
Et c'est précisément ce que la pratique vient doucement défaire. Parce que la vérité que la neuroscience révèle et que la sagesse de la pleine conscience confirme depuis des millénaires, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour l'urgence permanente. Il n'est pas fait pour le multitâche incessant. Il n'est pas fait pour cette vie de notification, d'interruption, de sollicitation continues qui est devenue notre quotidien. Il est fait pour alterner, pour respirer, pour avoir des moments de collecte et des moments de dispersion, des moments d'effort et des moments de repos, des moments de pensée et des moments de simple présence sensorielle. Lorsque vous lui donnez ces moments, il se régule, il se répare, il consolide, il se souvient. Et vous, vous redevenez celui ou celle que vous étiez avant, que la vie ne devienne trop rapide, trop lourde, trop bruyante. Vous redevenez présent, vous redevenez accessible, vous redevenez pour vous-même et pour ceux que vous aimez, quelqu'un qui est vraiment là. Voici donc, pour terminer, un résumé de ce que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, dans les prochaines heures, avec ce que vous avez déjà, sans rien acheter, sans rien apprendre de complexe. L'exercice de 60 secondes, 3 fois par jour, ancré dans le souffle, dans les sensations du corps, dans la question simple de ce qui est bon dans cet instant. La pratique des 3 biens le soir, 3 minutes avant de dormir, pour entraîner votre hippocampe à encoder la vie positive. L'étiquetage de vos pensées lorsqu'elles dérivent, ce simple geste de nommer ce qui se passe pour rétablir le contact entre votre cerveau pensant et votre cerveau réactif. Et la question de la réalité alternative, posée avec douceur chaque fois qu'une pensée catastrophique tente de vous convaincre que la situation est pire qu'elle n'est. Ces 4 pratiques, simples dans leur forme, profondes dans leurs effets, sont les piliers d'une hygiène mentale quotidienne qui ne demande pas plus de 10 minutes par jour au total. 10 minutes pour votre cerveau, 10 minutes pour votre mémoire, 10 minutes pour être là, vraiment là, dans votre vie, avec ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et voici maintenant la réponse à cette question posée au tout début, cette question restée en suspens comme un fil tendu depuis le premier instant. La raison pour laquelle cela continue de se produire, la raison pour laquelle votre mémoire vous échappe, la raison pour laquelle vous vous sentez présent, mais absent, la raison pour laquelle les moments passent sans être vraiment vécu n'a rien à voir avec votre intelligence, ni avec votre volonté, ni avec votre âge, ni avec une quelconque défaillance de votre part. Elle tient à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Vous avez appris, sans le vouloir, à ne plus habiter le présent. Et cette déshabitude, cette lente migration de votre conscience vers les territoires de l'avant et de l'après, a progressivement privé votre cerveau du seul carburant dont il a besoin pour se souvenir votre présence. Et la bonne nouvelle, la vraie, celle qui mérite d'être reçue avec toute l'attention qu'elle exige, c'est que cette déshabitude peut être défaite, que ce que vous avez appris peut être désappris, que votre cerveau, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, est encore capable de changer, de se réconfigurer, de retrouver cette capacité à être là, pleinement là, dans la richesse du moment présent. La neuroplasticité n'a pas d'âge. Elle répond à la pratique. Elle répond à l'intention. Elle répond à ces 60 secondes répétées, jour après jour, avec la patience douce de quelqu'un qui sait que le chemin est simple, mais demande du temps. Mathieu, l'homme dont nous avons parlé tout à l'heure, a continué son travail avec Christophe André pendant 2 ans. Au bout de quelques mois, les changements étaient déjà visibles. Il se souvenait des conversations avec ses enfants. Il était là, au dîner, vraiment là. Sa femme avait dit quelque chose de beau un soir, avec une simplicité qui valait toutes les théories. Tu es revenu, pas tu as changé, pas tu vas mieux. Juste tu es revenu. Comme si elle avait attendu le retour d'un voyageur parti depuis trop longtemps. Et c'est cela, au fond, qu'est proposé cette pratique. Un retour à soi, un retour au présent. Un retour à la vie réelle, sensorielle, incarnée, mémorable. Un retour à ces gens que vous aimez et qui ont besoin non pas de votre performance, non pas de votre efficacité, non pas de vos projets ou de vos réalisations, mais simplement de vous, de votre regard posé sur eux, de votre attention offerte sans calcul, de votre présence pleine, entière, vivante,
Le cerveau que vous portez entre vos oreilles est l'organe le plus complexe de l'univers connu. Il a survécu à des millions d'années d'évolution. Il a traversé des épreuves que nous ne pouvons pas imaginer. Il a une capacité de résilience, d'adaptation et de transformation qui dépasse tout ce que nous pensions possible encore il y a 20 ans. Et il vous demande ce soir quelque chose d'étonnamment simple en retour. Il vous demande d'être là. Il vous demande 60 secondes, 3 fois par jour, de présence authentique. Il vous demande de poser, juste un instant, le poids que vous portez sur la poitrine depuis si longtemps, de respirer, de sentir, de voir ce qui est là. Ce n'est pas grand-chose, et c'est tout.